On va passer aux questions avec la salle. Alors pour pas que dans 40 ans Bernard Ennuyé nous dise encore que ça fait 80 ans qu'il entend la même chose et que rien ne se fait sur le terrain. Donc je compte sur vous pour avoir des questions. Ouais. Et des questions extrêmement inventives. Et voilà, avec un changement sémantique dans l'énoncé de vos questions. Merci. Tout ça, c'est absolument extra. Je veux dire, moi, je vois tout qu'il est et je trouve formidable. Et simplement, je pense qu'il y a quand même une grande dichotomie pour moi, qui suis sur le terrain, entre la personne avec cette différence, qui est en établissement, et l'autre, la personne qui est chez elle. Je crois que vraiment, on essaye de faire des liens, mais la prise en charge est vraiment, je trouve, différente entre le domicile et l'établissement. Voilà, c'est tout. J'ai trouvé grave pour moi que l'assistante à domicile, dont vous étiez gestionnaire de la personne de cas, n'était même pas au courant que la personne avait la maladie d'Alzheimer. Je n'arrive pas à imaginer ou à concevoir qu'on puisse aller chez la personne et ne pas être au courant. Je vois pas comment on peut travailler dans ces cas-là. Quand j'ai commencé à travailler auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, j'aurais dit que c'était indispensable pour pouvoir intervenir de manière adaptée, de manière respectueuse, de manière la plus bienfaisante possible. Il était indispensable de connaître le diagnostic et la maladie. J'en reviens, et je ne suis plus sûre, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, mais je ne suis plus sûre du tout que ce soit essentiel pour une intervenante à domicile de savoir le diagnostic. Je pense que tout individu a une capacité d'observation intrinsèque. On est capable, on est tous capables, et je pense qu'elle est capable de se rendre compte de difficultés. Et ça ne va pas forcément, parce que la maladie, une démence, maladie d'Alzheimer, vous l'avez dit vous-même, on ne sait pas finalement. On peut éventuellement que le savoir que post-mortem, si c'est une maladie d'Alzheimer. C'est peut-être un autre type de démence, c'est peut-être une autre maladie, c'est peut-être vasculaire, c'est peut-être effectivement une dépression qui, bon, on ne sait pas ce que c'est. On met un diagnostic, on met un mot, et sur ce mot va découler des comportements, et c'est ça qui me gêne. Et moi, je préfère que les gens y aillent avec peut-être moins d'informations et rencontrent un humain, et c'est une rencontre d'humain et humain qui s'opère. Et peut-être qu'effectivement, quand j'ai pas tellement d'informations sur quelqu'un, je vais prendre le temps de le découvrir, et c'est ça qui m'intéresse, moi. Voilà. Là, je suis sur un point, mais c'est pourquoi dans ces cas-là, elle aurait ces idées-là, c'est parce qu'on y met une étiquette, et on enlèverait l'étiquette, on pourrait quand même dire à la personne qui intervient, cette personne a la maladie d'Alzheimer. On revient toujours à la même chose. Enlever l'étiquette qu'on a mis, voilà. C'est-à-dire, on va intervenir chez quelqu'un qui a un handicap, qui a une maladie d'Alzheimer, mais pourquoi cacher? Pourquoi il y a relation entre l'étiquette de la maladie d'Alzheimer? Mais moi, je n'ai pas le droit. Si demain la personne a dit, j'ai suivi des gens où le monsieur disait, vous vous rendez compte, j'ai la maladie d'Alfonder. Bon, il le disait comme ça, c'était la maladie d'Alzheimer. Il lui disait, vous vous rendez compte, moi j'ai la maladie d'Alfonder. Mais il le disait. Et il est en droit de le dire, c'est un individu qui a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, si cette personne n'a pas envie de le dire, pourquoi moi, de quel droit, et puis de manière légale, je n'ai aucun droit d'aller partager un secret qui est un secret médical. Je ne suis même pas détenteur de ce secret, normalement, moi. Ouais, je suis d'accord. Vous voyez ? En tant qu'intervenant à domicile, je ne vois pas comment ils peuvent travailler dans ce cas. Parce que déjà, qu'il y a un manque de formation au niveau des aidants à domicile, je ne vois pas. Non, bah écoutez, moi je pense que par exemple, j'en sais rien, j'ai pas de solution toute prête et j'en sais rien. Moi je sais qu'auparavant j'aurais dit un peu comme vous, c'est essentiel. Finalement je me dis, c'est pas renfermer quelqu'un derrière une maladie, c'est réducteur et ça me pose problème. Voilà. Et je me dis, quand on intervient chez quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un qui intervient chez une personne qui est en fauteuil, finalement peu importe de savoir si c'est... est-ce que c'est au niveau de la dorsale de la lombaire où se pose la lésion qui fait que cette personne est dans le fauteuil? Je suis pas... Oui, mais... Mais c'est pas une question. Mais c'est pourquoi? Enfin, c'est détenteur de secret. D'un seul coup, Mais je suis aussi une professionnelle et je me pose la question, est-ce que vraiment c'est pertinent pour moi de savoir? On me dit il y a une démence, très bien. Mais est-ce que réellement de savoir
l'étiquette du trouble cognitif, parce que c'est une manifestation que je rencontre au domicile, une manifestation du trouble cognitif, et c'est pas une maladie que je rencontre. Vous voyez, c'est ça. Et finalement, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? C'est détenteur d'un secret. Bon, partager un secret. Oui, oui, mais je sais. Je vais revenir. On revient toujours à la même chose. C'est dans ces cas-là, à un moment donné, le cancer devait être secret. Non, je peux pas admettre. Je peux pas comprendre du moins la façon dont. Pour moi, c'est pas encore clair. Moi, j'appuierais juste parce qu'effectivement, c'est une question qui nous revient aussi souvent d'équipe. Alors, sans faire de lien, il ne s'agit pas de dire que domicile, établissement, c'est la même chose, mais en établissement aussi ou d'équipe à domicile, elles nous disent ça aussi en disant mais est-ce que j'ai besoin de savoir si une personne a Alzheimer, etc. Pas pour dire qu'il n'y a pas besoin de savoir les diagnostics, mais ça rejoint, c'est ce que vous disiez, c'est aussi pour ne pas empêcher la rencontre de personne à personne, et parce que, comme je le disais tout à l'heure aussi, la maladie n'est pas vécue de la même façon pour chacun, elle n'évolue pas de la même façon pour chacun, et donc finalement, je pense qu'il y a ça, moi c'est ça que j'entends dans votre interrogation, et je pense que la question, en tout cas peut-être aujourd'hui, elle restera ouverte, et c'est tant mieux, mais elle mérite d'être posée, je pense, et en tout cas, moi, je l'entends et je l'entends également beaucoup et je me la pose moi-même et je pense qu'elle mérite d'être posée. Aujourd'hui, on demande au SCCM d'accueillir des unités cognitivo-comportementales. Généralement, c'est des unités qui font entre 10 et 12 lits. Donc, tout à l'heure, j'écoutais avec attention le côté organisationnel et surtout architectural que Madame vous a évoqué. J'aimerais bien avoir des réponses sur la manière dont on peut marier toutes les exigences sanitaires, les exigences sécuritaires, les exigences qui viennent aussi de l'HAS, parce que nous on aimerait bien faire ça, croyez-le. Il y en a qui ne font peut-être pas dans le sanitaire. Si. Dans le médico-social peut-être, dans le sanitaire c'est un petit peu plus compliqué. C'est compliqué, oui. Alors après, non mais attendez, on est dans nous c'est un projet qu'on est en train de faire. On demande à accueillir ces personnes-là parce que ça nous intéresse. Par contre, l'ARS nous demande également d'avoir des services qui sont clos. Tout à l'heure, on parlait de la liberté des patients. Tout ça, c'est assez compliqué à mettre en place. Alors si vous avez des réponses, on est preneurs. Et si on peut avoir un accompagnement aussi, on est preneur, parce qu'on est un petit peu isolé face à ce genre de demande. Voilà. Peut-être, j'allais dire, votre ARS, en tout cas l'ARS dont vous dépendez, exige des lieux clos, mais dans d'autres départements, c'est tout à fait autorisé. Et c'est ça qui est aussi très compliqué, c'est que finalement, voilà, d'un département à l'autre, et au sein d'une région, voilà, moi je peux parler par exemple du Nord-Pas-de-Calais, où un établissement dans le Nord a une unité dite spécifique Alzheimer dont les portes sont ouvertes, ça ne pose aucun problème. Dans le Pas-de-Calais, l'établissement a eu le malheur, enfin c'était plutôt une transgression complètement réfléchie et assumée. Simplement il y a eu un contrôle et on leur a dit vous fermez. Bon, donc c'est ça qui effectivement est très 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 compliqué aussi. Je suis pour la communication un petit peu dédramatiser toute maladie, puisque je suis soignante. En revanche, quand vous dites on met des logos, ici on accueille les Alzheimer, dans les petits cafés, pourquoi pas demain ici on accueille les CDR, on accueille. Moi je suis pour travailler sur l'image et dédiaboliser une maladie, parce que bon, dit l'Alzheimer, mais il y a beaucoup de maladies qui s'apparentent. Et donc demain, je souhaite que toute personne âgée soit respectée dans sa dignité sans pour autant être étiquetée Alzheimer. Je crois qu'il faut être modéré dans ses appréciations. Parce que là, on revient aussi au discours philosophique qui a été énoncé ce matin sur les exigences éthiques un peu contradictoires entre protéger le patient et lui laisser aussi la liberté d'aller et de venir. Donc les choses sont, là on est au cœur du humain, et les choses sont d'une certaine complexité. J'ai déjà travaillé auprès de personnes Alzheimer, en centre fermé comme ouvert. Ce que je remarque dans tout ça, c'est qu'avec ce que j'ai vu au travail et ce que j'ai fait
ici à Sciences Po, puisque j'ai fait le master de politique au apprentissage. Et ce que j'ai entendu ici, et le débat national de cette année jusqu'au 21 juin, vous avez tous oublié une seule chose. Personne ne parle de la personne, sa culture. Dans le médical, vous n'oubliez pas la culture de la personne? D'abord, la question du risque, elle est centrale. Puisque je suis dans les lectures, je pense que vous connaissez par cœur le bouquin d'Ulrich Beck, sociologue allemand, qui s'appelle La Risikogesellschaft, la société du risque. Nous sommes dans une société où les risques sont inhérents tous les jours et nous voudrions que les gens n'aient pas de risques. Comment on peut résoudre cette contradiction? Lisez Ulrich Beck, qui a été traduit en français récemment. La deuxième chose pour répondre à madame, c'est qu'une revue que j'aime bien, qui est la revue de la Fondation nationale de gérontologie, qu'on appelle entre nous la Revue Bleue, vient de publier récemment un numéro qui s'appelle Vieillesse ordinaire. Alors je vais me faire de la pub, j'y ai fait un article sur à quel âge est-on vieux, en disant que l'âge, comme le disait Bourdieu, masque des différences de genre, hommes-femmes, des différences de classe sociale dont on ne parle plus, des différences de territoire et des différences d'appartenance culturelle et religieuse. Et ça, c'est assez fondamental. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de chercheurs qui sont d'accord que la variable âge, comme disait Bourdieu, est une variable socialement manipulée, manipulable. Et qu'elle cache plein de différences entre les gens. Je rappelle la question de genre, de classe sociale. Il y a des vieux riches et des vieux pauvres, et ça compte. Les différences de territoire. Quoi de commun aujourd'hui entre la ville d'ici et le territoire de Grasse complètement désertifié, et les appartenances culturelles et religieuses. J'ose pas dire ethnique parce que c'est un mot qui est quand même très chargé, mais sachez que ça, c'est dit notamment par les anthropologues aujourd'hui. Il y a quand même une réflexion, heureusement, parce qu'en 40 ans, si les politiques ne bougent pas, les gens sur le terrain bougent quand même. On a énormément de mal à travailler avec la médecine du travail. Je veux savoir s'il y a des gens qui ont des expériences par rapport à ça, parce que c'est vrai que finalement on a des choses très adaptées à malades d'Alzheimer, certes, mais quand même un peu âgés. Dans les EHPAD, on n'a que ça, les établissements de personnes âgées. Alors, ça faisait partie quand même, Marie-Odile, du jeu du père Alzheimer, le malade jeune. Je voudrais savoir où on en est par rapport à est-ce qu'on peut, parce qu'on dit le malade doit s'intégrer, non, je crois que le malade doit continuer à pouvoir être intégré sans avoir lui à demander, à faire les efforts pour. Et moi, j'ai du mal à aller avec la médecine à travailler avec la médecine du travail. Voir si on peut trouver aussi des solutions dans cette problématique-là. C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes malades jeunes qui perdent leur travail sans qu'on les ait diagnostiquées, atteintes par la maladie d'Alzheimer. D'où quelquefois donc, la nécessité de mettre quand même un an sur une maladie pour arriver à ce qu'elles puissent conserver leurs droits, quoi. Les droits auxquels elles peuvent avoir accès à des choses, et si elles ne sont pas diagnostiquées, une fois qu'elles ont été licenciées, c'est trop tard. Ça, moi je n'ai pas de contact, et puis dans le plan, c'est des choses qui n'ont pas été prévues du tout. Concernant les malades jeunes, moi, la mesure que je connais la mieux, parce qu'on a fait des réunions à Paris, d'ailleurs Fabienne, puis elle était présente, c'était sur l'hébergement des personnes jeunes et les demandes spécifiques de ces personnes. Donc c'est vrai que toutes les demandes sont singulières chez les personnes jeunes. Les demandes sont beaucoup plus fortes et toutes les demandes sont singulières. Donc faire un hébergement qui rassemblerait des personnes malades jeunes, ça n'irait pas non plus puisque ça ne correspondrait qu'à une personne ou à deux personnes dans ces établissements-là. Et elles ne sont pas assez nombreuses non plus pour qu'il y ait des établissements de proximité. Enfin, c'est très très difficile la réflexion là-dessus. On a fait une réflexion, on va sortir au colloque du 14 décembre une étude sur les besoins des malades jeunes à domicile. Donc, cette France Alzheimer, vous allez l'entendre le 14 décembre à Paris, mais c'est vrai que c'est un truc très difficile. Alors, je ne vais pas trop égratigner le plan, vous avez compris que sur certaines mesures, notamment la mesure 1, on n'est pas satisfait du tout. Par contre, concernant l'intégration des personnes, il n'y a pas non plus que les changements de vocabulaire, mais pour une véritable intégration, il faut donc, j'ai entendu ce matin qu'il y avait des besoins et des aspirations. Si les besoins élémentaires ne sont pas pris en charge par ce qui devait l'être, c'est-à-dire par la réforme de la dépendance qui a quand même été reportée pour la 8e fois cette année. Alors ça, je le dis quand même, parce que ça aussi, on en a un peu marre, parce que ça fait 5 ans que les uns et les autres, on travaille là-dessus, on s'est farci, il n'y a pas d'autre mot. Toutes les réunions avec tous les ministres
qui défilaient à droite à gauche. On a couru dans la France entière pour dire à chaque fois haut et fort ce qu'on voulait et surtout ce qu'on ne voulait pas. Pas de récupération sur succession, solidarité nationale, pas d'assurance privée, égalité sur tout le territoire, pas de discrimination géographique, restructuration et diversification des structures de répit. Je vais m'arrêter parce que j'en aurai une belle litanie. Donc c'est vrai que quelque part, au mois de juillet, quand il y a eu le colloque de l'ICAD à Paris, le président de la République est venu, j'ai cru qu'il allait nous annoncer la réforme de la dépendance, donc je me suis ruée jusque-là en plein mois de juillet, c'est pas arrivé. Par contre, début septembre, ce qui est arrivé, c'était voilà, ce énième ajournement, et c'est vrai que c'est une belle claque pour toutes les personnes, toutes les familles qui étaient dans l'attente, sachant que quand même j'ai entendu parler d'acheter de l'amour par de l'argent. Il faut quand même savoir que quand il y a une personne malade à domicile, et il y a 70% des personnes malades qui vivent à leur domicile et seulement 30% en institution, et il y a quand même que 20% des personnes âgées qui deviennent lourdement dépendantes, donc ça veut dire qu'il y en a 80%, on en fera peut-être partie, qui vieillissent tout à fait normalement, donc il faut aussi quand même rester un peu optimiste. Donc ça veut dire que sur toutes ces personnes qui vivent à domicile, on a fait une étude aussi qui avait fait grand bruit, et quand même le restant à charge moyen pour les familles à domicile, toutes elles déduites, c'est 1 000 € par mois. Donc je vous rappelle que la retraite moyenne d'une femme en France, c'est 850 € par mois. Je vous rappelle le prix des maisons de retraite. Hein, je vous rappelle les factures en établissement. Donc après, j'ai entendu parler aussi de maltraitance financière. On laisserait des personnes âgées à leur domicile pour faire de la maltraitance financière. Avoir une personne à domicile, ça coûte encore plus cher qu'en institution. Donc la maltraitance, je ne vois pas où elle est. Là, dans ce domaine, la maltraitance financière, pour moi, c'est quelque chose quand même qui est particulièrement... c'est quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose... Par contre, beaucoup de ces personnes restent à domicile parce qu'elles n'ont pas le choix d'aller en institution, parce qu'elles n'en ont pas les moyens, et que quand elles demandent des aides sociales, ces aides sociales sont entièrement récupérables, notamment dans les Bouches-du-Rhône, avec notre conseil général, sur lequel je ne ferai pas de commentaires, avec notre conseil général qui récupère dès le premier franc sur les enfants et les petits-enfants la partie des aides à domicile et sur le patrimoine des personnes. Voilà, alors ça aussi, il faut le savoir, que rester à domicile, ce n'est pas toujours un choix, c'est quelque chose qui est subi. Et c'est là, effectivement, que des maltraitances, après, peuvent intervenir quand il n'y a pas de répit qui est possible, aussi pour des raisons financières. Voilà. Et je m'arrête là-dessus.